nous sommes tous à distance. Même ceux qui sont au bureau sont à distance pour les autres. Chacun chez soi, et nous allons poser la question de la façon d'agir face à l'urgence. Est-ce que nous devons agir de manière rapide et massive, c'est-à-dire efficace à une échelle proportionnée? Il est autorisé de passer à d'autres types d'actions que des actions purement démocratiques. Donc, comment envisager une action proportionnée, rapide et efficace qui accélère la transition, mais sans aggraver la double injustice des changements climatiques qui fait que ceux qui sont les moins responsables sont les plus affectés? Est-ce la radicalité qui est requise, voire éventuellement des actions violentes pour assurer l'efficacité et la rapidité? Nous avons aujourd'hui 3 intervenants pour soulever cette question et la traiter, qui auront chacun droit à la parole pendant 10 minutes. Donc nous avons Alain Tondeur, alias Daniel Tanouro, qui va, je pense, prendre la parole en premier. Nous aurons ensuite Amaury Geiselings et nous pensons donner la parole en dernier à Céline Romainville pour la question du droit. Donc Daniel Tanouro est ingénieur agronome et environnementaliste. Il collabore au monde diplomatique et il a fondé l'ONG belge Climat et Justice sociale. C'est un activiste écosocialiste qui est connu notamment pour ses publications L'impossible capitalisme vert, à la découverte en 2010, mais qui a été réédité et qui a maintenant une version électronique. Le moment Trump, une nouvelle phase du capitalisme mondial, paru en 2018. Le capitalisme sauvage de Trump n'est pas un accident, mais le tournant contemporain du capitalisme, nous dit-il d'une certaine manière. Et puis, il a collaboré à une bande dessinée, Un autre regard sur le climat, paru en 2019. En 2020, il a écrit Trop tard pour être pessimiste. C'est, je pense, pour ce dernier livre que nous l'avons invité. Alors, Céline Romainville est juriste, professeure de droit constitutionnel à l'UCL. Elle enseigne notamment en master le droit de la démocratie représentative et participative. Alors, elle est l'auteure d'un ouvrage intitulé Le droit à la culture, une réalité juridique, le régime juridique du droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit international, paru en 2014. Et puis, elle a aussi coordonné un ouvrage collectif, Droit européen et politique culturelle, chez Peter Lang en 2015. Amaury Geiselings, qui est politologue et chargé de recherche, travaille maintenant au CNCD, donc au Centre national de coopération et de développement, mais il a travaillé chez Greenpeace. Il est très engagé dans le monde de l'éducation populaire et de la recherche action autogérée. Voilà donc rapidement le profil de nos 3 intervenants. Donc j'avais proposé, si ça vous convient, l'ordre suivant. D'abord Daniel Tanouro, et puis Amaury, et enfin Céline qui nous remettra le cadre juridique en place peut-être. Chacun a droit à 10 minutes et donc je vais être assez sévère pour qu'il y ait encore un temps de débat. Il faudrait qu'on commence le débat vers 1h20, 1h25. Merci. Donc la parole, Daniel, est à vous. Oui, merci. Petit souci, on avait annoncé dans les mails 12 minutes. Je peux m'adapter, mais soyez indulgents si je déborde un tout petit peu. Voilà, bon. Alors, par rapport à l'intitulé, aux questions qui étaient posées, je trouve que dire que nos sociétés sont bien en peine de dessiner un début de réponse à la mesure de l'enjeu climatique est un peu en dessous de la réalité, un peu un euphémisme. Je dirais plutôt que nous sommes en train de nous enfoncer dans la catastrophe et que les gouvernements ne font rien ou presque rien. Et pour l'étayer, il suffit de constater que les émissions mondiales de dioxyde de carbone ne cessent d'augmenter. Au rythme actuel, le seuil de dangerosité adopté à Paris, le 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, sera franchi en 2040 selon le GIEC. Et la dislocation des calottes glaciaires, qui est une des conséquences parmi beaucoup d'autres de ce réchauffement, est en train de s'accélérer.
le point de bascule de celle du Groenland est situé par le GIEC quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés Celsius de réchauffement. Et selon certains scientifiques, ce franchissement pourrait entraîner une série, un effet boule de neige de rétroaction positive qui projetterait la planète dans un nouveau régime de planète étuve. Et donc, les gouvernements du monde sont parfaitement informés de cette situation. D'ailleurs, ils sont co-responsables des résumés pour les décideurs des rapports du GIEC qu'ils cautionnent mot par mot, ligne par ligne. Mais pourtant, sur base de leurs engagements actuels, le réchauffement serait plutôt de 3,3 ou 3,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire 2 fois plus que l'objectif adopté à Paris. C'est dire qu'à ce compte-là, la planète risque de retrouver d'ici quelques décennies les conditions qui étaient celles du Pliocène, lorsque le niveau des océans était de 10 à 30 mètres plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, il est vrai que l'Union européenne, elle, se targue d'objectifs plus ambitieux, mais primo, ces objectifs sont insuffisants au regard de sa responsabilité historique. Deuxièmement, ces objectifs sont en partie biaisés par différents tours de passe-passe tels que le recours au droit, à l'achat de droits d'émission et au mécanisme de la compensation carbone, biaisés aussi par la non prise en compte de ce qu'on appelle les émissions grises, donc les émissions afférentes aux productions délocalisées dans d'autres pays et réimportées dans l'Union. Et enfin, la littérature européenne emploie abondamment l'expression économie à bas carbone pour dissimuler le fait que sa stratégie implique le recours à des technologies dangereuses telles que le nucléaire ou la capture-séquestration du carbone. Alors, si on fait le bilan depuis l'adoption de la Convention cadre en 1992 à Rio, on constate que les émissions annuelles n'ont diminué qu'une seule fois au cours de l'année 2008 par suite de la crise financière. Alors, il est probable que cette année, on aura une nouvelle baisse des émissions de CO2 du fait du blocage de l'économie par la pandémie. Mais ces deux exemples attirent notre attention sur le fait que le régime politique n'a pas véritablement d'incidence sur les émissions. Il suffit de comparer les évolutions de la Chine avec son régime de parti unique ou de l'Union européenne avec son régime de démocratie parlementaire plus ou moins représentative. Donc, les phénomènes sont indépendants des régimes politiques. Il est clair pour ma part que la cause fondamentale de la catastrophe grandissante autour de nous est à chercher non pas dans les formes de régimes politiques, mais dans la logique productiviste consumériste de l'économie capitaliste, toujours plus produire, toujours plus vite transporter et toujours plus consommer. Et je pense important de situer le débat sur les formes politiques et les formes d'action vis-à-vis du politique dans ce cadre-là. Parce qu'il est décisif, selon moi, de comprendre que cette logique productiviste consumériste, elle est congénitale, elle est inscrite dans l'ADN du système économique. En ce sens que la concurrence pour le profit oblige chaque propriétaire de capitaux à augmenter la productivité du travail par des machines, à compenser la baisse du taux de profit qui en résulte par une augmentation de la masse de marchandises produites et à chercher constamment de nouveaux marchés, soit en demandant à l'État de privatiser le secteur public, soit en lui proposant d'acheter des armes. Et donc, je dirais qu'il soit basé sur l'élection de représentants à la proportionnelle intégrale ou sur un régime de parti unique ou sur l'une quelconque des formes intermédiaires de régime politique, aucun régime politique qui se soumet à cette logique consumériste et productiviste ne peut être à la hauteur du défi climatique. La solution, par conséquent, ne peut, selon moi, venir que de changements beaucoup plus profonds dans la structure économique et sociale même de la société, et c'est à partir de cela qu'il faut concevoir l'action politique à mener. Pour ma part, ce débat, enfin, il n'y a même plus débat là-dessus, parce que les chiffres du GIEC sont là pour en attester.
Selon le rapport 1,5 degré du GIEC, pour avoir une chance sur deux de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement à la fin du siècle, sans recourir à la bioénergie avec capture et séquestration du carbone, il faudrait que les émissions mondiales nettes de CO2 diminuent de 58% d'ici 2030, de 100% d'ici 2050 et deviennent négatives pendant la deuxième moitié du siècle. Et j'estime que ces objectifs sont absolument inaccessibles sans réduction substantielle de la quantité, de la consommation finale d'énergie, c'est-à-dire sans réduction substantielle de la production et des transports. Alors, dans le texte de la question qui nous était posée, on évoquait la question de la procrastination, qui est systématique effectivement dans notre société. Je pense elle ne tombe pas du ciel. Dès l'origine, le système capitaliste a repoussé devant lui les problèmes environnementaux notamment créés par son productivisme. L'idée, c'était qu'il serait à la charge de la science de trouver des solutions ultérieurement. C'est un peu comme la citation fameuse de Gaulle, la logistique suivra. Bon, ben pour le capital, la science suivra et résoudra et suivra les plâtres du productivisme. Et cette logique est clairement à l'œuvre aujourd'hui dans le comportement des maîtres de l'énergie fossile, hein, les Shell, Total, ExxonMobil, etc. L'essentiel de leurs réserves énergétiques ne devrait pas être exploité, devrait rester à tout jamais sous terre pour sauver le climat, mais pour ces compagnies, c'est absolument intolérable parce que ça revient pour elles à supprimer du capital et c'est donc inacceptable également pour le secteur du crédit qui finance les investissements de ces compagnies fossiles. Or, comme l'énergie et la finance sont pour ainsi dire le système sanguin et le système nerveux de l'économie capitaliste, les gouvernements gestionnaires de cette économie ne peuvent rien faire d'autre que de se soumettre aux diktats de ces secteurs. Et du coup, le scénario qui se profile en fait, c'est celui d'un dépassement temporaire, comme dit la littérature scientifique, du seuil de dangerosité de 1,5 degré, un dépassement temporaire couplé à l'espoir quasi religieux, je trouve, qu'un Deus ex machina technologique permettra ensuite de refroidir la planète. Alors, ceci me permet de répondre à la question sur les formes d'action que Nathalie Frogneux a évoquées. On est confronté à une violence systémique de ce système productiviste et consumériste. Et face à cette violence, je trouve personnellement que oui, la désobéissance civile et la résistance qui est manifestée par exemple par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ou par les activistes allemands de Ende Gelände ou par les Sioux à Standing Rock est une violence, une résistance qui est légitime. Elles expriment le besoin fondamental de l'humanité d'arrêter la machine infernale qui nous conduit à l'abîme sur un mode automatique. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces actions, en général, sont soutenues passivement, certes, mais soutenues quand même par une majorité de l'opinion publique. Alors, sur le plan technique, je crois que le constat est incontournable. Il faut d'urgence produire moins et transporter moins. Et sur le plan politique, il y a deux conclusions qui en découlent. La première, c'est que la transition doit améliorer substantiellement le sort de la majorité sociale, sans quoi il n'y a pas photo. La majorité sociale s'opposera à la transition. Il faut donc partager les richesses, partager le travail nécessaire et partager les territoires. Et la deuxième conclusion politique, selon moi, c'est que cette transition doit être très, très profondément démocratique. Alors, cette seconde conclusion-là, surtout, elle est discutée et même contestée. Il y a des gens qui disent que les citoyens et les citoyennes sont esclaves de leur consommation, de leur consumérisme, qui seraient incapables de changer les comportements et qu'il faudrait donc passer par un pouvoir fort pour imposer des mesures impopulaires, comme on dit généralement. Alors c'est une antienne qui n'est pas nouvelle, hein, elle était déjà
celle de Hans Jonas au siècle passé, et personnellement, je m'inscris complètement en faux contre cette manière de voir les choses. Alors, il est bien évident que la rupture avec le productivisme capitaliste impliquera aussi de profonds changements de comportement dans la sphère de la consommation. Mais production et consommation sont les deux faces de la même médaille, celle de ce système extractiviste qui exploite à la fois le travail humain et les ressources naturelles pour accumuler du capital au profit d'une minorité. Et la perversion de ce système, elle réside en ceci, que l'accumulation, c'est-à-dire aussi le pillage des ressources naturelles, apparaît comme la condition de survie de celles et ceux qui sont exploités par le système. Il faut donc sortir de ce cercle vicieux, et en sortir n'est possible qu'en brisant le système et les valeurs qui le sous-tendent. C'est donc un bouleversement historique, un bouleversement civilisationnel qui est nécessaire. On peut dire qu'il est révolutionnaire dans le sens profond et noble du terme, et il ne peut être mis en œuvre par définition que par la conscientisation, la responsabilisation, la participation active des classes populaires qui constituent la majorité de l'humanité. Alors, c'est dire qu'il faut donc plus de démocratie dans le cadre de la transition ou pour réussir la transition. Plus de démocratie dans la représentation politique, je dirais évidemment, il nous faut une proportionnelle intégrale, il nous faut la révocabilité des élus, il nous faut un salaire des élus qui soit plus modeste, il nous faut peut-être le référendum d'initiative citoyenne qui était proposé par les Gilets jaunes. Tout ça me semble de bonne loi, mais insuffisant. Je pense que, au-delà des institutions, il s'agit pour la majorité sociale d'augmenter substantiellement sa capacité d'avoir prise sur la vie économique et sociale, ce qui implique un combat pour étendre les droits d'organisation, de contrôle, d'activité et même de veto des collectifs de travailleurs et de travailleuses sur les lieux de travail, ainsi que les droits d'organisation, de contrôle et de veto des collectifs d'habitants au niveau des quartiers, par exemple. Alors, on voit bien qu'une démocratie étendue comme ça au niveau social et économique implique aussi des changements sur le terrain proprement ou spécifiquement social et économique. Ça postule d'abord un revenu décent pour toutes et tous, parce que quand on ne sait pas nouer les deux bouts à la fin du mois, on ne pense pas à sauver le climat de la planète, ou on y pense seulement dans les quelques moments de loisirs que l'on peut avoir. Et ça Je vais postule devoir vous aussi, demander de conclure en oui, 1 minute maintenant oui, pour et laisser du ça temps. postule la réduction du temps de travail, parce que travailler moins est indispensable à la prise en charge collective. Bien. Donc, en conclusion, d'une certaine manière, on peut dire oui que l'impasse dans laquelle nous nous trouvons est due au manque de démocratie de nos États, comme dit le texte d'introduction au débat d'aujourd'hui, mais à condition, dirais-je, de voir que ce manque de démocratie ne se limite pas à la sphère politique, il s'enracine dans un système socio-économique de classe basé sur l'exploitation conjointe de la force de travail et des richesses de la nature appropriées par le capital. Verdir ce système est selon moi une illusion totale. Il faut l'abolir et pour cela, il faut construire une convergence démocratique des luttes sociales, ce qui signifie aussi que ces luttes doivent sortir du schéma classique de la pression du social subalterne sur le politique omnipotent pour oser porter elles-mêmes un projet de société démocratique et alternatif. Merci beaucoup. Sans plus tarder, alors je vais céder la parole à Amaury Geiselings. Pour 10 minutes, on va essayer de se restreindre à 10 minutes. Merci. Vous n'avez pas allumé votre micro. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, tout à fait. Ok, je vais foncer un petit peu. Si vous voulez voir comment ça va s'articuler, ce que je vais dire avec ce qui a été présenté par Alain, je pense que je vais un peu zoomer puisque tu as été assez vite sur
parler des actions directes non violentes, et je pense que moi, je vais vraiment un petit peu faire un peu un plaidoyer pour cette forme d'agir, mais pas que. En fait, je vais aussi aller vite sur le constat parce que tu l'as bien dressé. Moi, j'aime bien, quand on m'invite à parler sur le climat, de rappeler en fait qu'on ne parle pas seulement du climat. Moi, je ne suis pas un monomaniaque de la justice climatique, même si je me définis comme un militant pour la justice climatique. Mais derrière l'enjeu climatique, évidemment, il y en a tant d'autres qui sont cachés. Pour le moment, je suis chargé de plaidoyer sur la souveraineté alimentaire. Je ne peux pas faire l'économie de suivre ce qui se passe au niveau du climat parce que c'est une implication très, très importante sur ces sujets-là, mais sur tant d'autres. Je vais aussi un peu vite parce que Daniel a parlé effectivement des différents scénarios qui sont là. J'ai juste envie de dire que voilà, le constat, il est là. Hein. Nos politiciens, ils sont pas bêtes. Hein. Donc, il y a quelques années, on pouvait encore se poser la question en fait de la sensibilisation, tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la question, elle est plus du tout là. Le constat, il est là. Nos politiciens sont pas bêtes. Ils savent très, très bien la situation dans laquelle on est et le fait qu'on va effectivement droit dans le mur. Et malgré ça, les engagements sont tristes et alarmants parce que quand on voit ce qui est proposé, les lignes qu'on devrait suivre pour arriver à 1,5 voire 2 degrés, ou plutôt 2 degrés voire 1,5, en fait, on doit suivre cette courbe verte que vous voyez là en dessous. Et pour le moment, en fait, même ce que l'accord même ce qui est proposé en fait, les engagements qui sont proposés par Paris en fait ne sont pas vraiment à la hauteur. Et en plus de ça, nos décideurs politiques, pour le moment, dans les annonces qu'ils font, ils sont très très en deçà en fait de ce qui doit être fait. Donc c'est même pas en fait qu'on n'y arrive pas, c'est que même les annonces ne sont pas à la hauteur. C'est ça qui est dingue, c'est que les annonces ne sont pas à la hauteur. Donc en fait, on perd un temps dingue même à obtenir de nos politiciens qu'au moins ils disent qu'ils vont tout faire pour tendre vers effectivement une diminution des gaz à effet de serre en vue de maintenir un monde à 1,5 point. Et c'est ça qui est un peu scandaleux et qui des fois m'énerve, le fait qu'on doive même se battre pour ça, pour des engagements, et que du coup, on oublie de parler tout ce dont Daniel Tanuro vient de parler, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on va y arriver. Alors, moi je vais me concentrer sur la question des... Ah zut, ça s'est perdu. Je vais me concentrer sur la question des modes d'agir, en fait, puisqu'il y avait une des questions, c'était modification radicale dans les mobilisations. Ce que j'aimerais développer, c'est qu'il faut revaloriser les modes d'action non conventionnels, définitivement. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, les modes d'action conventionnels, ils sont importants. Il faut une bonne articulation entre les stratégies, entre les différentes stratégies, et aussi la diversité des tactiques. La nécessité d'agir radicalement en masse, changer le narratif mainstream, mais aussi celui qui est à l'intérieur de nos mouvements, et puis agir à la hauteur de nos privilèges. Je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. Du coup, je vais passer ce graphe-là, mais vous pourrez le regarder un petit peu. J'ai fait différentes typologies, en fait, de ça veut dire quoi agir, ça veut dire quoi s'engager. Il y a pas mal de littérature qui existe en la matière. J'essaie souvent de la vulgariser. De manière générale, quand on parle d'action directe, puisque je vais parler d'action directe pour que vous compreniez de quoi je parle, on dit action directe ou désobéissance civile, c'est pas la même chose, parce que la désobéissance civile, si vous voyez ici, en fait, c'est une forme d'action directe qui doit répondre à des principes très précis. Donc, elle est toujours collective, c'est évidemment illégal, généralement, elle se fait de manière publique, c'est-à-dire qu'on annonce qu'on va le faire, on sait qui va faire cette action, c'est toujours au nom de l'intérêt général. Donc, si vous faites tout ça, mais c'est juste pour un intérêt privé, c'est pas de la désobéissance civile. Généralement, c'est sujet à débat, mais c'est un dernier recours. Donc, vous avez épuisé les autres recours démocratiques qui fait que vous justifiez le fait de désobéir à la loi. Vous assumez les conséquences. Donc, moi, j'ai eu plusieurs procès où, effectivement, quand on est en face du juge, on reconnaît les actions qu'on a commises et on défend le pourquoi on l'a fait. Et du coup, ce midi porte bien son nom, puisqu'en fait, généralement, on dit, oui, on a placé l'éthique et la morale au-dessus de la loi. Et dans la définition classique de la désobéissance civile, elle est toujours non violente. Maintenant, quand on parle d'action directe, moi, quand je parle d'action directe, je ne parle pas toujours de désobéissance civile, puisqu'effectivement, on peut mettre les formes d'action violentes quand on parle d'action directe dedans, ou voire même ce que moi j'appelle, je vais expliquer ça après, tout ce qui est des alternatives, c'est-à-dire créer des alternatives ici et maintenant, c'est aussi une forme d'action directe. Créer un gazap, récupérer un potager, en faire un potager collectif, des systèmes d'échange locaux, c'est d'autres formes d'agir direct qui sont pas forcément illégales, des fois elles le sont. Hein. Les gazap flirtent avec l'illégalité, ils ne respectent pas les règles de l'AFSCA. Donc quand je dis les gazap, c'est les paniers bio là. Donc voilà, l'action directe, c'est pas seulement la désobéissance civile, c'est plein d'autres choses. Vous pourrez regarder ça à votre aise un peu plus tard si ça vous intéresse. Mais définitivement, ce que je suis en train de soutenir, c'est le fait qu'il faut sortir de l'idée que pour changer et pour être à la hauteur,
on va y réussir en faisant de l'action indirecte, ce qui est l'action citoyenne, politique, qui a la meilleure presse et qui est la plus connue, c'est-à-dire voter, faire du lobbying, signer des pétitions, aller à une manifestation, voilà, tout ce genre d'actions qui sont légales et qui, elles sont indirectes parce que concrètement, on demande gentiment, poliment aux politiciens de gérer la situation. Donc voilà, ça c'est un autre graphe qui présente un petit peu la même chose, mais finalement, l'analyse que moi je fais des leviers de changements sociaux qu'on a, généralement, je dis il y a 4 manières de faire. Hein. Il y a créer des alternatives, il y a le dialogue politique, il y a les résistances et il y a l'éducation. Si je me concentre sur les 3 que souvent je présente en disant en fait, alternative, dialogue, résistance, c'est en fait par rapport au rapport à l'État. Donc dans les modes d'action qu'on utilise, il y a un peu une logique de faire avec l'État, c'est le dialogue, donc de nouveau le plaidoyer, les pétitions, etc. Il y a les résistances. Là, c'est en fait, on sort du cadre étatique, on sort du cadre légal, et donc ça va du boycott à la désobéissance civile. Le cas des grèves aussi, qui sont en fonction des formes de grève, soit illégales, ou même des formes d'action plutôt violentes. Et puis les alternatives sur lesquelles je ne m'attarde pas trop aujourd'hui. Cette typologie, je l'ai construite, vous avez les références ici en dessous, en prenant des concepts qui viennent de Bruno Frère, mais aussi en fait du mouvement zapatiste, qui inspire beaucoup le mouvement intermondialiste, et qui travaille beaucoup sur ces notions de dialogue, résistance et autonomie pour réfléchir aux modes d'action. Alors, j'ai 2 hypothèses. Pour répondre à la question, en fait, c'est que pour le moment, qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort pas bien? C'est qu'il y a une survalorisation des modes d'action conventionnels dans le répertoire d'action. Et il y a une stigmatisation des formes de résistance, comme la désobéissance civile ou les formes de résistance dites violentes. Parce que moi, je n'utilise pas toujours le mot violent. Des groupes utilisent la force, des groupes se défendent. Et ça, je suis intéressé d'entendre dans la dernière partie au niveau légal aussi. Mais pour moi, la violence, c'est jamais à l'égard d'objets. Ça, c'est de la dégradation. La violence, c'est toujours contre des personnes. Et souvent, on va qualifier des actions de gens, on va les qualifier, on va dire qu'elles sont violentes. En vérité, il n'y a aucune violence à l'égard des personnes, même pas de la police. Il y a juste de la dégradation matérielle. Ou il y a de la violence de la police envers les manifestants. Mais donc, on ne peut pas dire que ce sont des tactiques violentes utilisées par les citoyens et les citoyennes. Donc, d'une part, il y a une survalorisation de ces modes, même si de temps en temps, à la RTBF, vous avez des super portraits d'activistes. De manière générale, ça n'a pas bonne presse, l'action directe. Et il y a un manque de convergence entre les différents acteurs, en fait, qui vont se disputer un petit peu sur ces différentes stratégies. Dans nos mouvements, en fait, ceux qui font du plaidoyer, ils vont des fois avoir un regard péjoratif sur ceux qui font de l'action directe. Inversement, les activistes ne regardent pas toujours d'un bon œil ceux qui s'assoient à la table à côté des politiciens. Et même chose, si je rajoute les alternatives, tous ces gens qui sont dans leur potager, les mouvements de transition. Bref, on a pas mal de préjugés, de stéréotypes entre nous. Moi, ce que je dis depuis des années, c'est arrêtons de nous quereller, on n'est pas assez nombreux, on n'est toujours qu'une minorité. Et en vérité, il faut plutôt accepter qu'on n'est pas capable de tout faire, plutôt voir que chacun agit en situation en fonction de ses moyens, de ses limites et de ses privilèges, et de voir comment est-ce qu'on peut articuler les différents leviers de changement social. Ça, c'est le vrai défi. C'est pas de trouver la bonne. Là, même si je parle beaucoup d'action directe, c'est pas de dire faisons tous de l'action directe, faisons tous du plaidoyer, c'est comment est-ce qu'on articule tout ça. Pour le moment, on n'est pas assez bon là-dessus. Ouais, donc je disais le paradoxe de l'action directe, donc je fais quand même un focus là-dessus. C'est qu'effectivement, elle n'a pas forcément bonne presse, et pourtant j'aime bien citer Voltairine de Cleyre, que je vous conseille à la lecture. Elle a écrit un petit bouquin, ou en tout cas c'est plutôt une retranscription d'un de ses discours, 2 minutes, qui s'appelle De l'action directe. Elle dit dans ce livre, parce que souvent les gens vont dire oui, mais le plaidoyer politique, on a obtenu pas mal de choses. Ben oui, en fait, évidemment qu'il y a plein de choses au niveau plaidoyer politique, mais en fait, tout ce qui est gagné par le plaidoyer politique, c'est souvent parce qu'il y a eu des actions directes qui ont précédé en fait ce dialogue politique, et c'est des actions directes qui ont mis à l'agenda en fait les plus grands changements qu'on a obtenus aujourd'hui. Là, je pose la question, je crois que si vous devez retenir une chose de mon exposé, c'est cette question que je pose souvent, c'est si pour que les femmes aient obtenu le droit de vote, une chose aussi élémentaire que l'égal droit de vote, pour ça, il a fallu des décennies de lutte. Si on prend ce qui s'est passé en Angleterre, c'est 70 ans de lutte, 7 décennies de lutte, où il a fallu, en fait, de la désobéissance civile, de l'action directe et l'usage de la violence, alors, puisqu'il y a eu des incendies, etc. Si pour le droit de vote, il a fallu faire tout ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour laisser 80% des énergies fossiles qui restent dans le sol, puisque c'est ça qu'il faut faire si on veut effectivement être dans un monde vivable d'ici quelques décennies. L'enjeu, il est énorme, quoi. Donc, pour moi, ça va de soi qu'on va devoir passer par l'action directe. Quand on regarde l'histoire et toutes les luttes qu'on a obtenues, l'action directe a toujours été là et on en a toujours eu besoin.
Donc, l'action directe, c'est, oui, je dis, ouais, pour la défense, c'est avant tout agir directement sur une injustice. Donc, c'est bien de le rappeler. À quoi ça sert l'action directe? Donc, c'est les exemples que tu as cités, Daniel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait de l'action directe, même si ça ne change pas le monde. Concrètement, en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'urgence qu'à chaque fois qu'on fait une action directe, l'idée, c'est d'empêcher des émissions de gaz à effet de serre d'être émises davantage. Mais ce n'est pas que ça. Du coup, je vais aller assez vite puisque je suis en retard. Il y a toujours des objectifs indirects dans l'action directe. Comme dans l'action directe, comme je le disais, c'est surtout, en fait, même si on essaie d'empêcher des injustices, il y a aussi le fait de sensibiliser, de faire bouger des gens. Quand on fait l'action directe, ça sensibilise des gens ou ça pousse des gens à tout simplement à rejoindre l'action. Donc, à chaque fois qu'on fait une action directe, il y a l'objectif de l'action, mais il y a aussi l'idée en faisant de l'action, c'est un peu la propagande par les faits. On espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. Chose qui est importante, parce que c'est un peu une de mes conclusions, je vais un peu plus vite là-dessus, c'est tous des graphes qui expliquent, sont des cadres qui expliquent à quel point les différentes tactiques s'articulent ensemble et que l'action directe fait toujours partie en fait, des stratégies à mettre en place quand on veut obtenir des changements radicaux. Oui, voilà, donc ça c'est une des idées clés que je voulais rajouter. C'est en fait, je disais que l'action directe et la désobéissance civile, c'est elle qui était à l'origine de nombreux changements qu'on avait eus, mais généralement, c'était des actions de masse. Alors aujourd'hui, en Belgique, il se passe plein de choses extraordinaires, et même en Europe et dans le monde par rapport à la justice climatique. C'est incroyable, on peut avoir un regard très très positif sur ce qui s'est passé ces dernières années, mais en même temps, si on est réaliste, j'ai envie de dire, c'est pas encore assez. On a des manifestations historiques, 100 000 personnes en décembre, et puis il y a eu d'autres manifestations après où c'était 70 000, 80 000 personnes. C'est du jamais vu, hein. Avant ça, c'était 15 000 personnes maximum sur le climat. Donc, on a eu des manifestations de masse, mais en fait, c'est assez légal, donc c'est assez facile pour les politiciens de ne pas vraiment écouter ce qui se passe dans la rue. Et on a eu des actions plutôt illégales. J'ai cité Occupy for Climate, donc 2 jours d'occupation rue de la Loi. Mais là, le problème, c'est qu'il y a 500 personnes. En fait, le Grand Paris, si on veut vraiment obtenir, ou en tout cas la prochaine étape, puisqu'on va reparler de la violence après, moi avant d'utiliser la violence, j'aimerais bien me dire qu'on a utilisé tous les autres recours non violents, c'est-à-dire la désobéissance civile de masse. On n'a pas encore eu cette carte-là, donc il faut vraiment utiliser ça. J'essaie juste de terminer. Moi, je vais devoir, de manière violente, passer la parole à Céline. Est-ce qu'il y a une phrase de conclusion? Ben, je termine alors et on y reviendra. Mon dernier slide, c'était de dire tout ça c'est bien beau, mais si on veut y arriver, il faut être attentif à comment on raconte notre histoire, comment on raconte la question de l'enjeu climatique. Et c'est pas seulement dans les médias, c'est aussi dans nos mouvements que c'est important de choisir les mots. Merci beaucoup. Alors maintenant, la troisième intervenante, la professeure Céline Romainville, pour le cadre juridique. Merci. Le micro n'est pas allumé. Donc voilà, bonjour à tous et à tous. Je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint ici. Voilà, donc moi je vais rapidement poser un peu le cadre juridique. Vous m'entendez correctement? Oui? Oui. Ok, ça va. Oui, mais maintenant, les photos sont passées à l'avant-plan. Mais le PowerPoint, ah oui, ok. Voilà, donc quand on parle d'état d'urgence en droit constitutionnel, on peut en fait, d'état d'urgence climatique, on peut envisager 2 propositions différentes. On peut imaginer que ça renvoie à 2 propositions différentes. La première, ça peut renvoyer à l'idée d'un recours au régime des états d'exception et des états d'urgence. La deuxième proposition que ça peut impliquer, ça peut renvoyer à l'urgence de revoir le fonctionnement des institutions démocratiques. Mais donc, ce sont 2 propositions qui sont fort différentes. Alors, si j'analyse d'abord la question des états d'exception et des états d'urgence au sens classique du terme, qu'est-ce que c'est ces états d'exception, ces états d'urgence? Ce sont des régimes juridiques dans lesquels les principes fondamentaux de la démocratie constitutionnelle libérale sont suspendus, sont paralysés, et dans lesquels on peut prévoir, dans lesquels on va activer des dérogations importantes, c'est-à-dire des suspensions, des mises en parenthèse importantes des droits et libertés, des principes fondamentaux comme la séparation des pouvoirs, les prérogatives du Parlement, etc., etc. Donc, ce sont des régimes qui confèrent, dont l'objectif est de conférer davantage de pouvoir à un individu ou un groupement d'individus pour régler des situations en marge donc du régime démocratique libéral qui est mis en place. Alors, ces régimes des états d'urgence et des états d'exception, on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que plusieurs pays l'ont activé dans le cadre de la Covid-19.
Mais c'est vraiment le paradoxe de l'État libéral. Parce qu'en fait, Carl Schmitt l'a bien pointé, les états d'urgence, les états d'exception insérés au cœur des États libéraux, en fait, ce sont des régimes qui prévoient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État libéral prévoit en quelque sorte lui-même les conditions de sa propre suspension. Donc Schmitt considère, donc c'est la critique classique des états d'urgence, des états d'exception, enfin de l'État libéral. Et donc Schmitt dit, ben voilà, en fait, l'État de droit libéral bourgeois, c'est une hypocrisie, puisqu'il prévoit lui-même les conditions de sa propre suspension. Alors en théorie du droit, Kelsen répondait, oui mais non, c'est l'exception qui confirme la règle. Schmitt répond à ça, non, non, ça hypothèque complètement la construction de l'État de droit, puisque est souverain finalement celui qui décide de la situation exceptionnelle, comme dit Schmitt. Il dit également, il est impossible d'établir avec clarté intégrale les moments où l'on se trouve dans un cas de nécessité, ni de prédire dans son contenu ce à quoi il faut s'attendre dans ce cas, si véritablement il s'agit de nécessité extrême ou pas. Ça suppose donc, la formulation d'une telle compétence suppose donc que cette compétence est illimitée. Donc, évidemment, on ne va pas suivre Schmitt dans les conclusions que lui en tire, puisque c'est le juriste, l'idéologue du régime nazi, mais néanmoins, on peut quand même relire ces phrases en ce qu'elles attirent notre attention sur le talon d'Achille de l'État de droit libéral qui prévoit lui-même ces régimes d'état d'exception et d'état d'urgence qui sont les conditions de sa propre suspension. Alors, en ce qui concerne les états d'exception et les états d'urgence, ils sont tout simplement interdits par la Constitution belge en Belgique. L'article 187 prévoit en effet que la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Donc il n'est pas possible d'apporter des dérogations, des suspensions au régime constitutionnel belge. Néanmoins, on a vu qu'il existe 2 stratégies de contournement de cette interdiction des états d'urgence. La première, c'est qu'il y a des dispositions législatives très très larges dans la loi sur la fonction de police, la loi sur la sécurité civile ou encore la loi sur la sécurité publique, sur lesquels on s'est basé pour adopter des régimes juridiques qui ressemblent très fort à des régimes de l'état d'urgence ou d'état d'exception. Je vais vous donner un exemple. On a basé les arrêtés de confinement et tous les arrêtés ministériels adoptés depuis le début de la crise sanitaire sur la base, non pas des pouvoirs spéciaux comme ça a été dit dans la presse de manière erronée, mais sur la base d'une loi de 2007 sur la sécurité publique qui donne au ministère de l'Intérieur des prérogatives exorbitantes en cas de crise. Deuxième contournement, les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, c'est plus classique. C'est le Parlement qui habilite le gouvernement à outrepasser ses propres compétences pour aller plus vite et pour gérer de manière efficace une crise. On en a eu aussi dans la crise de la Covid, mais là, il n'y a plus de pouvoirs spéciaux qui sont en vigueur. Alors, l'état d'urgence ou l'état d'exception est balisé par le droit international des droits de l'homme. D'abord, il faut qu'il y ait une menace pour la vie de la nation. Il faut respect de procédures strictes qui sont établies par le droit international. Il faut que les mesures soient strictement proportionnées et certains droits sont considérés comme étant indérogeables. Donc, on ne peut pas les suspendre. Alors, il y a des cas d'application dans le cas de catastrophes naturelles. Donc, lorsque les conséquences du réchauffement climatique se font déjà ressentir et que des grandes catastrophes naturelles affectent la vie d'une population, les états d'urgence ou les états d'exception ont déjà été mobilisés pour apporter des dérogations aux principes régissant le régime politique en l'espèce, ou pour venir suspendre les droits et libertés. Donc ça a déjà été le cas. Au-delà de situations ponctuelles, de catastrophes naturelles ponctuelles, là, je pense qu'il est difficile de développer un argumentaire, vu le caractère dangereux des états d'urgence et des états d'exception, pour venir dire qu'il faudrait activer ces régimes donc dangereux pour la démocratie, pour régir à moyen et long terme la question climatique, au-delà donc des catastrophes ponctuelles. Mais pas catastrophes ponctuelles qui vont être amenées à se multiplier. Donc les régimes d'état d'exception et d'état d'urgence écologiques, ou en tout cas environnementaux, vont se multiplier vu le caractère inéluctable des catastrophes naturelles et leur répétition à l'avenir. Alors, deuxième proposition, on peut voir dans la réclamation d'un état d'urgence environnementale ou climatique l'urgence de revoir le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Alors là, c'est beaucoup plus facile évidemment à considérer du point de vue constitutionnel. Donc c'est l'idée qu'il faut absolument modifier le fonctionnement de nos institutions politiques dès lors qu'elles ne répondent plus tout à fait aux besoins pour lesquels elles ont été établies, et qu'il faut donc que ces institutions prennent en compte de nouveaux besoins qui sont des besoins vitaux pour le corps social, parce que comme Amaury et Daniel l'ont rappelé, on parle des conditions de survie des générations futures et du maintien de la vie sur Terre. Alors là, il y a plusieurs théories, je veux pas j'ai pas le temps, mais Bruno Latour, par exemple, qui insiste sur la nécessité de revoir les institutions politiques, notamment pour mettre en place des parlements des choses, qui insiste
sur la nécessité de penser l'expérimentalisme démocratique, d'amener les institutions à envisager le territoire dans le long terme. Donc, lui ne dit pas que les institutions représentatives ne peuvent pas penser le long terme, mais il dit en tout cas qu'il faut quand même changer certaines conditions dans lesquelles elles fonctionnent pour qu'elles envisagent réellement le long ou le moyen terme. Il faut donc, pour reprendre ces termes, équiper l'État pour qu'il devienne réellement un État apprenant. Alors, par rapport à ça, l'évaluation du cas belge est quand même un peu en demi-teinte. On voit qu'il y a des réticences, il y a des difficultés, parfois institutionnelles, parfois politiques, parfois de plusieurs ordres, pour revoir fondamentalement le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Le cas de la loi spéciale climat, je fais le lien avec ce qu'Amaury avait dit, donc les grandes manifestations, Occupy Climate, donc l'occupation de la zone neutre, qui finit finalement avec la pression citoyenne à une loi spéciale climat destinée à réformer la gouvernance climatique en Belgique, mais finalement, échec total de la démarche, puisque la section de législation du Conseil d'État arc-boutée sur des principes qu'elle va interpréter de manière assez orthodoxe, notamment la capacité du législateur spécial à fixer des objectifs chiffrés, des objectifs quantifiés aux législateurs fédérés, aux différents législateurs du pays, le Conseil d'État va considérer que ce n'est pas possible d'adopter une telle loi spéciale et ça va être bloqué. Et on en est du coup revenu à la nécessité de réviser la Constitution belge, mais c'est toujours dans les cartons. Alors, donc voilà les deux interprétations de l'état d'urgence climatique, soit l'état d'urgence au sens classique du terme, avec le risque que Schmitt a mis en lumière, malgré lui, parce que lui était favorable, mais du coup d'avoir le danger pour la démocratie. Deuxièmement, par contre, là je suis plus convaincue, l'urgence de revoir le fonctionnement de nos institutions démocratiques, sans tabou, pour essayer de les réadapter aux besoins, parce que tout simplement, la question de l'autonomie collective est menacée à moyen et à long terme si on ne revoit pas le fonctionnement de ces institutions. Alors il y a deux autres questions que je n'aurai pas trop le temps d'aborder ici, mais il y a la question de la révolution, c'est-à-dire finalement, en droit constitutionnel, on fonctionne à partir d'un cadre constitutionnel qui a été posé par un pouvoir constituant, par le peuple souverain, mais ce peuple souverain ne disparaît pas en réalité, celui qui a écrit la Constitution, il peut toujours renaître et revenir sur l'avant-scène avec ce qu'on appelle une révolution. Alors révolution, il y a des révolutions légales, des révolutions qui sont le fait du politique. Mais donc voilà, on pourrait imaginer que le peuple se soulève et considère qu'il est nécessaire de refonder un ordre constitutionnel sur d'autres bases, par exemple sans doute en diminuant l'importance du droit de propriété, dont on sait qu'il fait partie d'un espèce d'implicite de toutes les constitutions libérales, extrêmement bien protégées, ce qui n'est pas sans poser certaines questions. Oui, je me dépêche. Donc la question de la révolution, voilà, est-ce qu'il faut passer par la refondation complète de l'ordre constitutionnel ou est-ce qu'il faut simplement réviser la Constitution sur certains aspects pour qu'elle intègre mieux la question de l'urgence climatique, qu'elle adapte les institutions démocratiques à cette urgence? Mais ça, voilà, la question, j'ai envie de dire, est ouverte. Ça dépend du degré de refondation du système que l'on veut mettre en place. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va considérer que comment ça fonctionne une révolution, il y a du fait, il y a la révolution, il y a l'action directe, mais très très généralisée, dont Amaury nous a parlé, qui aboutit sur la rédaction d'une constitution qui fait intervenir une diversité d'acteurs, et puis après, un référendum constituant, donc le peuple se prononce sur la nouvelle constitution. Alors, quatrième question, la désobéissance civile dont Amaury a un petit peu parlé, donc c'est encore une autre question. Alors, d'un point de vue juridique, la désobéissance civile fait l'objet de très nombreuses controverses. J'en pointerai ici quelques-unes. La désobéissance civile, elle pose en creux la question des évolutions dans la fonction du maintien de l'ordre. On sait que le maintien de l'ordre a connu de nombreuses évolutions et qu'il y a eu quelque part une disciplinisation des mouvements sociaux à travers les évolutions du maintien de l'ordre. Ce qu'interroge les résurgences de la désobéissance civile aujourd'hui, c'est finalement ce qui est interrogé aussi au travers de ces questions-là, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller vers une autre conception du maintien de l'ordre, éventuellement peut-être la conception allemande du maintien de l'ordre telle qu'elle est établie dans la loi fondamentale de 1948. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le maintien de l'ordre, la fonction du maintien de l'ordre est effectuée par la police, est encadrée par la Constitution allemande, qui fixe les principes dans lesquels ça doit fonctionner, l'esprit, et qui, du coup,
par exemple, établit comme principe de base le principe du dialogue entre les mouvements sociaux et les forces de police, le principe de la liberté d'expression qui doit prévaloir sur le maintien de l'ordre public à tout prix. Donc là, quelque part, il y a une question, éventuellement, pourquoi pas, d'une révision constitutionnelle à l'allemande, dont on sait qu'elle a vécu des histoires troubles sur la question du maintien de l'ordre jusqu'à cette révision. La question aussi, ça peut être aussi celle de la révision de la loi sur la fonction de police. Là, c'est plus basique, mais cette loi sur la fonction de police, elle fait l'objet de très nombreuses controverses, notamment sur la question du maintien de l'ordre. Et alors, la question plus touchy de la reconnaissance légale de la désobéissance civile. Alors là, il y a deux courants. Il y a un courant qui dit qu'il ne faut surtout pas toucher, il ne faut surtout pas reconnaître juridiquement la désobéissance civile, parce qu'alors elle perd sa fonction d'interrogation, de subversion du système, et d'autres qui disent si, il faut la reconnaître, ne fût-ce que pour baliser l'appréciation par le juge de tel cas lorsqu'ils sont portés devant les juridictions. Donc voilà, si je résume, l'état d'urgence climatique pose la question au niveau juridique des états d'urgence au sens classique, de l'urgence de revoir nos institutions démocratiques, éventuellement de la révolution, en tout cas du pouvoir constituant, c'est-à-dire la nécessité de réécrire from scratch tout notre système institutionnel et politique, et enfin, dernièrement, la question de la désobéissance civile. Donc évidemment, toutes ces questions mériteraient énormément d'approfondissement, mais là, j'ai pas le temps de faire plus que ça. Merci beaucoup. J'ai un peu poussé tout le monde à aller trop vite. Il y a énormément de questions, j'imagine, qui vont se poser. Alors, peut-être que pour procéder calmement et dans l'ordre, il ne s'agit pas de faire de la désobéissance maintenant, vous levez la petite main de Teams, c'est comme ça, on peut voir qui demande la parole. Est-ce que ça va pour tout le monde, une petite main levée? Ceux qui sont à l'écran peuvent éventuellement lever la main, mais... Vous pouvez aussi poster les questions dans le chat si vous le souhaitez. Olivier Goletti demande la parole. Il suffit qu'il allume son micro et qu'il nous parle. Oui, bonjour. Une question plutôt pour Amaury. Donc, et peut-être aussi pour les autres. Mais il y avait une question de convergence des luttes soulignées par le premier intervenant, mais aussi le fait qu'il y avait pas mal de problématiques liées, qu'on ne pouvait pas se limiter du coup à l'action de la justice climatique, parce qu'il y avait tellement d'autres sujets. Et en termes d'action directe, ce qu'on constate, c'est souvent que c'est des actions très ciblées sur des problématiques qui touchent les citoyens de manière plus personnelle. Enfin, quelqu'un est végétarien, quelqu'un veut aller dans un gazap ou quelque chose comme ça. Et j'ai du mal à voir comment, en dehors du système, on veut favoriser cette lutte là où à l'époque de la lutte des classes, on avait vraiment des syndicats qui relayaient ça dans les cafés, qui mobilisaient un peu toute une même frange de la population. Ici, j'ai du mal à voir comment est-ce que vous voyez ce phénomène qui émergerait un petit peu de lui-même à côté du système. Et, voilà, je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est un peu du scepticisme. On répond tout de suite. Alain. Oui, vous répondez tout de suite. Je ne sais pas. Amaury, oui. La réponse est floue parce que effectivement, je pense que c'est plutôt une analyse que tu fais sur la complexité de l'agir aujourd'hui, et qu'avant, à la limite, c'était plus simple au XXe siècle, ou en tout cas, un certain narratif nous le faisait croire, toute la pensée communiste, où c'était assez binaire. Il y a différentes classes, il suffit de prendre le pouvoir et instaurer une dictature du prolétariat, et puis après, tout ira mieux. Je caricature évidemment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas seulement la question sociale, il y a plein d'autres questions qui sont adossées, qui se superposent ou s'articulent à la question sociale. Donc, effectivement, ça devient difficile, en fait, l'engagement. Et donc, notre travail à nous, et c'est là qu'il faut, que ce soit les mobilisateurs, les éducateurs, c'est d'arriver à montrer qu'il y a quand même un tout cohérent. Il n'y a pas 1000 luttes qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a différentes portes d'entrée, mais il n'y a qu'une seule et même lutte. On est dans un système qui court à sa perte, qui n'est pas durable, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau de la question sociale et tant d'autres. La question du racisme, elle est toujours là, la colonisation, elle est toujours là. Le tout est lié, voilà, c'est ce qu'on parle d'intersectionnalité des rapports de domination qui induit la nécessité effectivement de faire converger les luttes. C'est pas un problème qu'on agisse sur des luttes, des luttes différentes, mais c'est un défi d'arriver à articuler les agendas, à articuler les stratégies. Et j'apporte un dernier élément de réponse. J'en parlais hier un petit peu avec Alain aussi.
Je ne sais pas si Alain était d'accord avec moi là-dessus, mais en fait, une autre problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'un agir radical. Et en fait, l'agir radical, il est plus facile, il intervient plus facilement quand les personnes sont véritablement révoltées, c'est-à-dire qu'elles ont le sentiment de subir une injustice profonde. Aujourd'hui, le problème, c'est que le climat, ça apparaît encore beaucoup aux yeux de certains, en fait, pas comme un truc qu'ils subissent directement, c'est plutôt de l'engagement de type solidaire, parce qu'on se dit, ah, c'est à l'autre bout de la planète, etc. Donc, en fait, aussi, quelque chose qu'on doit arriver à faire, c'est faire rendre compte aux gens, en fait, que cette lutte climatique, en fait, c'est une lutte d'émancipation. C'est pas une lutte de solidarité, c'est pas une lutte pour les générations futures ou les populations du Sud, c'est une lutte pour nous aussi, ici et maintenant. Moi, merci beaucoup. J'avais envie de poser une question à Céline. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une différence dans les actions qui sont liées à la prise de conscience et puis les actions qui sont liées à l'institutionnalisation de nouvelles normes? Je pensais par exemple à cette démocratie athénienne qui avait la possibilité, quand deux citoyens trouvaient qu'une loi était inique, d'amener cette interrogation démocratique et de dire, voilà, par exemple, l'absence de taxe sur le kérosène, c'est inique. Et donc, on amène cette question très particulière sans forcément changer l'ensemble de la Constitution ou des institutions vraiment à leur base, mais en disant, voilà, le fait de ne pas taxer le kérosène, ça c'est inique. Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement? En fait, moi, ce qui me frappe par rapport à ça, c'est qu'il existe énormément d'instruments déjà dans le droit. Mais le problème, à mon sens, donc par exemple, il y a le droit de pétition au niveau du Parlement fédéral qui a été considérablement réaménagé. Il a été réaménagé au niveau du Parlement bruxellois. Il y a les commissions mixtes au niveau du Parlement bruxellois. Il y a le droit d'interpellation au niveau communal. Il y a les commissions mixtes au niveau de la communauté germanophone. Donc, en d'autres termes, la réforme des institutions démocratiques, elle a lieu. Elle a lieu. Il faut pas jeter systématiquement les pierres sur le politique. Elle a lieu. Il y a une prise de conscience. Mais le problème, peut-être, c'est qu'elle n'est pas, c'est pas toujours très cohérent. Donc, tous les outils qui sont mis à disposition du citoyen, d'abord, on peut se demander si ces outils sont... Les citoyens reçoivent tous une information correcte sur la disponibilité de ces outils. Et puis, la multiplication des outils contribue peut-être à les rendre quelque part illisibles. Pour reprendre cet exemple-là, le caractère inique du fait qu'il n'y a pas de taxe sur le kérosène, par exemple, si vous êtes de cet avis-là, mais là, ce que vous pouvez faire, déjà maintenant, c'est soumettre une pétition au Parlement fédéral. Donc, ce type de mécanisme qui existait dans la démocratie athénienne, il existe dans le système politique belge. Mais donc, le problème, c'est que ces mécanismes sont peut-être peu ou pas assez lisibles, pas assez cohérents. Et alors, le troisième problème, c'est que l'impact de la participation du citoyen n'est pas toujours clair, parce que l'article 33 de la Constitution est interprété. Donc, tous les pouvoirs émanent de la nation, ils sont exercés de la façon prescrite par la Constitution, est interprété comme excluant une participation normative du citoyen à certaines décisions, au-delà ou à côté des institutions représentatives. Donc évidemment, tant qu'on reste sur ce blocage, alors oui, ces instruments pourront être perçus par une partie de la population comme des gadgets, parce que ça ne met pas en... ça ne renverse pas et alors ça, plus l'interprétation du Conseil d'État, qui est de dire que toute consultation du Parlement, toute consultation du peuple revient quelque part à contrevenir à l'article 33, sauf si elle est autorisée expressément par la Constitution. Alors là, voilà, là vous avez un scénario dans lequel la consultation plus directe du citoyen ou ce type de mécanisme, évidemment, a une portée qui est amenuisée. Bon, alors il y a quand même des signaux positifs, l'introduction de la consultation populaire au niveau régional, par exemple, mais il y a tellement de nuances et tellement de garde-fous que ce qu'il en reste finalement peut être considéré par certains comme étant assez décevant. La consultation populaire régionale, finalement, ce n'est pas les matières sensibles telles que le budget, par exemple, les engagements internationaux. Bon, ben alors du coup, évidemment, c'est un peu moins sexy et moins subversif que ça aurait pu l'être. Donc, je pense que les institutions sont en train d'intégrer ce type de mécanisme comme le droit de pétition, comme la possibilité de dire il y a un vide, il faut faire quelque chose, mais qu'il faut encore ordonnancer ces mécanismes, les rendre cohérents, leur donner un impact et articuler correctement les institutions. C'est ce que Bruno Latour dit aussi, hein, c'est ça l'enjeu, articuler les institutions représentatives avec une participation plus directe du citoyen. Et ça, là-dessus,
on reste quand même en deçà d'avoir quelque chose de vraiment convaincant et efficace. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec la petite main ou directement en allumant votre micro et en prenant la parole. Axel. Moi, j'avais une petite question pour Céline aussi sur le droit de propriété. Donc, tu disais qu'une réforme du droit de propriété serait à même de nous conduire potentiellement à des politiques plus long-termistes. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu élaborer là-dessus. Donc c'était un exemple évidemment que je voulais donner, mais c'est un exemple qui est souvent, qui est souvent pris par les étudiants au cours de théorie générale de l'État, parce qu'en fait, apparemment, les apprentis juristes sont des marxistes qui s'ignorent. Donc en fait, c'est très souvent, quand on étudie la théorie générale de l'État, j'ai donné cours notamment ce matin, ce qui frappe les étudiants, c'est le droit pré-constitutionnel qui a été considéré comme étant un acquis auquel on ne pouvait pas toucher lors des révolutions populaires, enfin bourgeoises du 19e. Et donc, par exemple, il y a eu une thèse qui a été faite à l'ULB sur la prégnance du droit de propriété dans les constitutions. C'est-à-dire qu'on a consacré ce droit, et ce droit, c'est comme la propriété telle qu'elle a été consacrée dans les constitutions libérales du 19e, faisait vraiment partie d'un de ces espèces de principes, pas supraconstitutionnels, mais vraiment faisant partie du nécessaire arrière-fond de la Constitution, de l'organisation sociale et privée totalement nécessaire. Bon, on voit aujourd'hui que le droit de propriété tel qu'il est organisé, je crois qu'il y a plus grand monde qui va défendre la logique d'un droit de propriété qui a complètement perdu ses fonctions sociales. En tout cas, on voit que les remises en question ne cessent de se multiplier, en ce compris chez les juristes, pas spécialement les plus progressistes. Et du coup, ben voilà, par exemple, l'exemple, je le prenais cet exemple-là parce que c'est ce que les étudiants ce matin ont pris comme exemple au cours de théorie générale de l'État. Ben, si on réécrit une constitution, est-ce que ce ne serait pas alors une constitution qui réfléchit autrement la place de la propriété dans l'architecture juridique d'ensemble que l'on serait amené à réécrire? Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, c'est un des principes sur lesquels... Alors, on peut aussi simplement réviser la Constitution et réécrire l'article sur le droit de propriété en disant simplement qu'il doit être davantage balisé, qu'il existe aussi des propriétés communes. Voilà, il y aurait beaucoup de choses sur la propriété, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, il y a la thèse de Marie-Sophie de Clipel sur les biens communs. Enfin, il y a énormément de choses là-dessus. Donc voilà, mais Merci. en tout cas, là-dessus, il y a un arrière-fond des constitutions. Peut-être qu'il s'agirait de réactualiser. Merci beaucoup. Alain Tondeur demandait la parole. Axel, tu peux enlever ta main? Oui. On n'entend pas, le micro n'est pas allumé. Oui, Daniel Tanuro pour les intimes, mais ça n'a plus d'importance depuis que je suis retraité et je vis ma schizophrénie très bien. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Céline Romainville à propos de Bruno Latour. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais je trouve, enfin, j'aimerais introduire une nuance critique là-dedans, parce que j'apprécie beaucoup l'idée de Latour qu'il faut quelque part inclure la représentation des non-humains dans les délibérations des humains, parce qu'il n'y a qu'une seule planète que nous partageons avec le reste du vivant. Par contre, la stratégie climatique qu'il propose dans Où atterrir, hein, son dernier petit ouvrage, me semble complètement aux antipodes de ce qui est nécessaire selon moi. Donc il plaide pour une nouvelle mouture du ni gauche ni droite, qui était le slogan du mouvement de l'écologie verte au siècle passé. Ça devient ni gauche ni droite terrestre. Il plaide pour que disons l'axe du conflit bascule du conflit gauche-droite vers un conflit entre les terrestres, ce qu'il appelle les terrestres et ce qu'il appelle les modernes, ceux qui soi-disant seraient partisans d'un développement hors sol excédant les possibilités de l'écosystème terrestre. Et il dit littéralement que ce basculement implique de s'allier avec d'anciens conservateurs, réactionnaires, avec des néolibéraux, tout ça au nom de la défense de la Terre et de la vie sur Terre. Et là, moi, je suis totalement opposé à ça.
Je pense qu'il y a des écologies des opprimés et des écologies des oppresseurs, et que le véritable enjeu d'une convergence de lutte, c'est de réunir les opprimés et les exploiter et leurs écologies différentes. L'écologie des petits paysans, l'écologie des peuples indigènes, l'écologie des racisés des banlieues et l'écologie du monde du travail, et que ça n'a rien à voir avec une alliance avec les gens que Bruno Latour cite dans sa proposition. Merci. Une des toutes premières questions de la démocratie, c'est toujours de savoir qui fait partie de ce fameux peuple que l'on prend en considération. Et donc ça, c'est peut-être une question encore plus fondamentale que celle qu'on posait il y a une minute. Effectivement, et c'était un peu la question que je posais au début. Donc, comment ne pas induire des fractures au moment où on aurait besoin justement de rassembler tous les humains, mais aussi tous les vivants qui sont concernés par cette fameuse urgence climatique. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à nos intervenants ou faire une remarque ou une proposition alternative? Oui, je vois qu'une main s'est levée, mais malheureusement, je ne vois pas. C'est Pierre-Étienne. Oui, bonjour, merci beaucoup à tous les trois, c'est vraiment intéressant. Je voulais juste rebondir sur cette idée de représenter les non-humains. C'est une idée que je trouve stimulante, qui m'interpelle, mais j'ai vraiment du mal à voir en pratique comment ça pourrait marcher, puisqu'il va bien falloir choisir les représentants des non-humains, et je vois pas très bien comment on va les choisir autrement que par une élection. Et dans l'élection, ceux qui n'ont pas de sensibilité écologique vont choisir de pauvres représentants des non-humains. Et donc, est-ce qu'on ne va pas se retrouver finalement avec le même type de parlement que les parlements élus traditionnels dans ce parlement des non-humains? Enfin voilà, j'ai du mal. Si quelqu'un connaît un peu mieux ces débats, cette question-là, et peut m'éclairer sur la manière dont ça marcherait, ça serait beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à Pierre-Étienne? Céline. Ouais, moi, c'est juste un aperçu technique parce que je ne connais pas très bien cette question-là en vrai. Mais il y a un doctorant ici qui travaille un peu sur ces questions-là, Mathias Pétel, qui est très chouette, qui connaît ça beaucoup mieux que moi. Mais moi, je vois quand même un intérêt là, vraiment purement juridique, technique, mais qui n'est pas négligeable. C'est que quand des droits sont reconnus à des entités non humaines, ça veut dire qu'elles peuvent agir en justice, en défense de leur intérêt propre. Et donc ça a quand même une incidence, parce que ça veut dire que potentiellement, on peut subvertir la logique anthropocentrée du droit pour la faire se porter vers d'autres préoccupations, d'autres intérêts qui aujourd'hui ne sont pas juridiquement ou sont peu juridiquement protégés. Aujourd'hui, l'environnement est protégé en tant qu'il participe à l'individuel de l'humain, aux droits et libertés des humains. Mais donc, évidemment, ça biaise la protection de l'environnement, puisqu'il y a toute une série de cas dans lesquels des atteintes portées à l'environnement peuvent ne pas directement concerner les humains. Directement. À long terme, ça peut, mais directement, non. Et donc, du coup, dans les cas où ça a été fait, notamment en Amérique du Sud, ces entités non humaines, elles agissent en justice, alors évidemment représentées par des humains, mais dans leur intérêt propre, ce qui est quand même un avantage. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore une question. Orion de Brie demande la parole. Il suffit qu'il allume son micro et ce sera sans doute la dernière question, malheureusement. Bonjour, c'est plus une remarque sur la question, donc j'entends bien l'idée de donner des droits à certains autres êtres vivants, donc typiquement par exemple les animaux, mais si on commence alors à parler droits, il me semble que pour être complètement cohérent, on doit également introduire une notion de devoir des êtres vivants. Et là, ça devient beaucoup plus problématique, parce que comment faire comprendre à un être non vivant que s'il a des droits, il doit également avoir des devoirs. Est-ce que c'est pas imposer des notions qui ont été construites par et pour l'homme à des êtres qui ne sont pas des humains, justement? Merci. Oui, c'est la question de la déconstruction de l'anthropocentrisme juridique. Je ne sais pas si Céline veut encore répondre, parce que j'ai l'impression que ça s'adresse à elle. Oui, en termes de devoirs, ces entités-là, on assume quand même plein, quoi. Par les services écosystémiques qu'elles rendent à l'humain, on peut dire qu'elles remplissent très très largement leurs devoirs. Donc
on pourrait très bien s'en tenir à ça et dire par une pirouette, ben, justement, vu les obligations qu'elles assument pour maintenir la vie humaine, vu les devoirs qu'elles remplissent de facto, ben, dès lors, il faut leur reconnaître des droits. Merci. Je pense que la question s'est déjà posée avec des fleuves qui ont reçu un statut juridique. Je pense notamment Ganges, c'est ça, qui a reçu un statut juridique. Et on voit bien que le droit est en train de bouger pour pouvoir prendre en considération certaines entités non humaines. Je vois qu'aucun n'est pas d'accord. Est-ce que quelqu'un veut encore la parole? En fait, la réponse était très rapide, donc il nous reste encore 2 minutes pour une brève question et une brève réponse. Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, oui. Brève question à Alain. Tu as suggéré tout à l'heure, contre, entre autres, Hans Jonas, bien connu de notre présidente de séance, tu as suggéré que la voie dans laquelle il faut aller, c'est certainement pas une réduction de la démocratie, mais au contraire un approfondissement de la démocratie. Alors, parmi les mesures que tu as suggérées pour approfondir la démocratie ou la renforcer, il y a l'idée d'une révocabilité à tout le moment des politiques. Mais est-ce que ce n'est pas de nature à réduire encore l'horizon temporel des politiques, où le drame aujourd'hui, c'est le court-termisme, et d'une certaine manière, plus on rend le système démocratique en disant qu'à chaque moment, les politiques, même ceux qui prennent des décisions courageuses pour le long terme, peuvent être révoqués sous la pression de démagogues qui mettent en lumière l'intérêt à court terme d'une majorité de la population, en particulier les plus défavorisés au sein de nos populations. Moi, j'y vois plutôt une arme contre la possibilité des politiques de dire n'importe quoi ou presque dans les campagnes électorales et puis de faire le contraire quand ils sont élus. On a eu un bel exemple avec l'allongement de la carrière à 67 ans qui ne figurait dans le programme d'aucun des partis qui ont été élus, qui ont formé le gouvernement Michel. C'est plutôt contre ces volte-face court-termistes dictés par les impératifs de la rentabilité et de la compétitivité néolibérale que la possibilité de révocabilité des élus me semble une arme. Donc, elle opère plutôt dans le sens d'un plus grand sérieux et donc d'une plus grande continuité, une plus grande stabilité des engagements politiques. Merci beaucoup. Alors, Philippe, ton micro est éteint. Et maintenant, il est rallumé. Le téléphone sonne ici, donc. Ah oui, voilà. Bon, je crois de toute façon que pour tenir les engagements que j'avais pris à l'égard d'Axel, il faudrait terminer la réunion. Non sans énormément de frustration, puisque je pense que nous avons encore beaucoup de questions et que les interventions étaient très riches. En tout cas, je remercie les 3 intervenants pour leurs exposés. Et puis, je propose qu'on fasse un clap à distance en allumant chacun son micro. Mais il faut allumer les micros. Et clap silencieux. Clap silencieux, oui. Bon, voilà, merci beaucoup. Affaire à suivre de toute façon. Je crois que les questions vont encore se poser, que la shareover va encore nous inviter à débattre. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bravo, merci. Nathalie, peut-être un petit mot sur le suivant, le midi suivant. Oui, j'ai oublié de vous annoncer le suivant. J'avais dit ça faisait partie de mon contrat. Alors, le suivant, ce sera le 20... Je sais pas la date. 24 novembre. Et ce sera sur la question de l'enseignement à distance ou en présence, distanciel présentiel. Voilà un nouveau débat qui est annoncé pour dans un mois. Il va vite être clôturé, non? Ce débat-là. Quoi, tout à distance, c'est ça? Je pense. Fini le commodal, c'était un euphémisme éphémère. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va pas tenir très longtemps. Ça va pas tenir. On peut être optimiste, mais bon. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Des nouvelles et des invitations. Merci à tout le monde.